Bonsoir à tous. J'ai l'honneur de terminer cette session. Je remercie Nico et monsieur de m'avoir convié à ce trio sur notre réflexion, et on va essayer tous de sortir du brouillard pour savoir ce que l'on veut demain. On m'a demandé de faire un petit topo, je vais me dépêcher comme ça. On pourra tous discuter ensemble après cela. Donc le modèle français pour la pratique avancée, d'où ça vient? Donc on a effectivement un vieillissement de la population, une augmentation de la prévalence des pathologies chroniques et du nombre de patients polypathologiques, mais ça je vous apprends rien. La diversification des soins et des services. On fait aussi des progrès diagnostiques et thérapeutiques, performants mais très coûteux. On a des ressources financières contraintes et on nous le rappelle bien tous les jours. Et les parcours de soins et de santé se complexifient. L'ajustement est difficile des systèmes de santé, avec des cloisonnements persistants entre la ville et l'hôpital et entre le sanitaire et le social. Donc, il y a d'abord eu ce décret du 18 juillet 2018 qui précise que la pratique avancée recouvre des activités d'orientation, d'éducation, de prévention, de dépistage, comme a pu en parler Nico tout à l'heure, des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique, et enfin des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale, des prescriptions d'examens complémentaires, des renouvellements ou adaptations des prescriptions médicales. Donc cette pratique avancée, elle se base sur un protocole d'organisation qui précise le ou les domaines d'intervention concernés, les modalités de prise en charge par l'infirmière pratique avancée des patients qui lui sont confiés. C'est pas simple en fait. Les modalités et la régularité des échanges d'informations entre le médecin et l'infirmière de pratique avancée, des réunions de concertation pluriprofessionnelles. Et des conditions de retour du patient doivent être écrites vers le médecin. Et en deuxième partie, il y a aussi un protocole qui doit être écrit d'organisation et qui est signé par le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée. Donc pour rappeler voilà, les 5 domaines d'intervention: pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courante en soins primaires, l'oncologie, l'hématologie, la maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale, la psychiatrie et le dernier qui peut, je pense, mis le feu aux poudres, les urgences. Donc qu'est-ce qu'on sait sur cette IPA de pratique urgence, en tout cas à Lille? Pas grand-chose. On sait que ça va concerner 3 secteurs constitutifs de la médecine d'urgence, au sein de la régulation médicale, en secteur préhospitalier et au service d'un service d'accueil et de traitement des urgences. Il est question de 3 parcours de soins, un parcours paramédical, donc sans recours médical obligatoire. Alors là, ça commence à devenir une usine à gaz. 53 motifs de recours répartis sur 13 spécialités. Alors là, j'essaie de comprendre. Exemple, vomissement, diarrhée sans signe de gravité. Bon, d'accord. Un parcours médico-paramédical, donc, ce qui veut dire une autorisation de prise en charge à la suite de l'avis médical. Donc là, il y aura 43 motifs et situations cliniques répartis dans 4 spécialités. Et enfin, une organisation de parcours de soins. Voilà ce que je sais aujourd'hui de la pratique avancée d'urgence. Je vous remercie pour votre attention et d'être là, et on est prêt à répondre à vos questions. Réponses.